Roland Marchal, bonjour. Bonjour. Cela fait maintenant de longs mois que l'ONU appelle et alerte sur la situation humanitaire au Soudan. Le dernier en date, c'était le 9 février dernier. Des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir au Soudan, en proie donc à une guerre civile depuis 10 mois maintenant. Une guerre civile qui a éclaté en avril dernier entre l'armée du général Abdel Fattah el-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Avant de parler plus en détail de ce qui se passe sur le terrain, peut-être une question un peu plus contextuelle. Quelle est la pomme de discorde entre ces deux généraux qui ont pris le pouvoir, qui l'exerçaient côte à côte jusqu'au mois d'avril dernier et qui maintenant se mènent une guerre complètement à mort? La vie politique soudanaise est compliquée comme dans n'importe quel pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu des alliés qui ont travaillé ensemble pour déposer le général Omar el-Béchir printemps 2019, qui ont fait affaire avec des civils et accepté un gouvernement civil jusqu'en octobre 2021, puis qui, le 15 avril 2022, se sont séparés en initiant des combats dans la capitale. La raison, chacun a les siennes. Très certainement, le général Hemeti avait des ambitions politiques et n'entendait pas rester simplement l'homme des basses besognes qu'il avait été depuis la création des forces de soutien rapide en 2013. Il voulait avoir un destin national, s'était donc rapproché de certains courants civils et son ancien allié et rival ne voyait pas ça d'un bon œil en imaginant qu'à terme, comme des pressions internationales s'exerçaient pour un retour au pouvoir des civils, son ancien allié retrouve une position beaucoup plus importante que la sienne. D'où les combats qui ont peut-être d'ailleurs été initiés non pas par des militaires soudanais ou des éléments des forces de soutien rapide, mais par des islamistes, des tenants de l'ancien régime qui ont pensé que finalement cette guerre c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour leur permettre de revenir au pouvoir. Ça, c'est pour l'aspect très politique de ce conflit. À lire également ce qui remonte du terrain. Je pense notamment aux témoignages absolument terrifiants qui sont remontés de la ville d'Al Geneina, où il y a eu à minima 15 000 morts selon les premiers rapports. On a aussi l'impression que ce colle par-dessus ce combat politique, un combat ethnique également au Soudan. Alors écoutez, ce qui se passe, c'est c'est plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au début, on a la confrontation de deux groupes armés qui sont relativement bien institutionnalisés, avec des chaînes de commandement assez claires et des buts de guerre qui semblent également assez clairs. Évidemment, avec le temps et les victimes, parce que c'est une guerre qui fait de très nombreuses victimes civiles, mais qui fait aussi des victimes parmi les combattants, notamment les forces de soutien rapide. Il a fallu recruter massivement, finalement laisser des gens qui n'avaient pas la même culture des armes, le même respect des lignes de commandement, aller sur le terrain et régler des comptes, voler, piller, violer, comme ça s'est fait. Alors c'est plus vrai du côté des forces de soutien rapide que de l'armée nationale, enfin, dite nationale, mais ce qu'on voit également, c'est que dans les zones contrôlées par l'armée nationale, il y a une chasse aux gens qui sont originaires du Darfour, qu'ils soient engagés en politique ou pas, peu importe, simplement parce que leur origine ethnique, et là je parle de l'ensemble du Darfour, fait qu'ils sont susceptibles de travailler avec les forces de soutien rapide dont l'origine est liée au conflit du Darfour. Donc ça c'est quelque chose d'inquiétant. Le Soudan de 2019, c'est un Soudan qui fait face à un très grand nombre de conflits intérieurs et disons le grand espoir qu'a la communauté internationale en soutenant et en portant à bout de bras le gouvernement civil, c'est que on va s'atteler enfin, non pas à geler les conflits comme ça a été le cas pendant les 2 dernières décennies du pouvoir de Omar el-Béchir, mais au contraire, on va s'atteler à les régler, d'où cet accord de paix à Djouba en octobre 2020, et d'où aussi des tentatives d'aller plus loin, d'intégrer dans le gouvernement ou dans les institutions de l'État des représentants du Darfour, etc. Évidemment, avec le déclenchement de la guerre, les gens et les miliciens se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de communauté internationale puisqu'elle était occupée ailleurs, en Ukraine d'abord et puis ensuite à Gaza, et que donc on pouvait régler les problèmes, et d'une drôle de façon en effet, en utilisant la supériorité militaire. D'où les
des affrontements qui ont eu lieu à El Geneina, mais aussi ailleurs à Zeningué et ailleurs au Darfour. Deux choses quand même à dire. C'est la première, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu des provocations menées par les renseignements militaires soudanais qui attisent un camp pour faire réagir l'autre. Deuxièmement, les chiffres qui sont énoncés de victimes, j'inviterai les auditeurs à une certaine patience. Laissons de véritables enquêtes se faire parce que dans le passé, notamment dans les années 2000, on a eu des déclarations de victimes qui étaient terrifiantes et on s'est rendu compte après que effectivement il y avait eu des massacres de masse mais qui ne correspondaient pas en termes de victimes à ce qui avait été annoncé. Soyons prudents, ça ne veut pas dire que ce qui est dit est faux, ça veut simplement dire qu'il faut le vérifier posément et peut-être de façon un peu consciencieuse que ce que les Nations Unies ont pu faire dans une situation très difficile. Il y a, selon néanmoins les informations qu'on a, une ethnie qui serait particulièrement ciblée, ou en tout cas qui dit être particulièrement ciblée. Il s'agirait des Massalites. Pourquoi eux en particulier seraient les premières victimes? Vous êtes face à un feud ou une vendetta dans une configuration particulière. C'est-à-dire que le sultan des Massalites a le droit, dans le Darfour occidental, de distribuer la terre, une terre auquel les Arabes n'ont pas accès de façon coutumière. C'est une longue histoire. Il y a eu des moments où des négociations ont eu lieu. Les groupes arabes de cette zone prétendent que les Massalites auraient exécuté, alors qu'il y avait une réunion de médiation, des chefs arabes de leur tribu et qu'en conséquence, il fallait se venger et que cette vengeance prenait donc la forme de massacres de grande ampleur. Les Massalites, au contraire, font valoir leur statut de victime, le fait que les Arabes sont en général bien mieux armés qu'eux. À la fin des années 90, au début des années 2000, ils n'étaient d'ailleurs même pas armés ou très chichement armés et que donc du coup les victimes civiles sont extrêmement nombreuses. C'est une situation que les anthropologues connaissent bien, qu'il faut régler, mais qui ne se réglera évidemment pas militairement parce que là, ce qui est en jeu, c'est effectivement une solution militaire qui passe par l'éradication d'un groupe, c'est-à-dire l'exécution de la population ou son déplacement forcé largement vers le Tchad voisin, ou ça passe par la politique, c'est-à-dire qu'il faut se mettre assis, il faut discuter, il ne faut pas avoir aussi derrière soi, comme je crois que hélas ça se passe, des gens des forces armées soudanaises qui jouent les pouces au crime et font de la provocation systématique. C'est un conflit national dont on parle, un conflit civil, mais on sait qu'il y a énormément d'acteurs internationaux impliqués au Soudan. Alors c'est une question en deux parties. Pourquoi est-ce que le Soudan est-il le théâtre de rivalité internationale à ce point-là? Et surtout, est-ce que justement, dans ce conflit, le salut peut venir de la communauté internationale ou est-ce que c'est inenvisageable? Écoutez, il y a effectivement une compétition régionale d'abord, avant d'être internationale, qui est extrêmement aiguisée et qui renvoie fondamentalement à l'absence d'hégémon régional. C'est-à-dire qu'auparavant, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arrivaient à travailler plus ou moins dans la même direction et en même temps, vous aviez l'Éthiopie qui jouait son rôle avec des internationaux qui naviguaient entre ces deux pôles de puissance et finalement essayaient de maintenir un calme relatif. Bon, ça n'existe plus. Les divisions au sein des pays du Golfe, même si elles sont diplomatiquement euphémisées, sont réelles et sont importantes. Les Émirats pensent qu'ils sont aujourd'hui les donneurs d'ordre au Soudan. Ils ont des raisons de le croire. Hein. Le soutien à Hemeti, qui est un acteur militaire de premier rang, puisque l'armée soudanaise a une artillerie, a des avions, mais finalement on n'a pas d'infanterie, ou très peu d'infanterie. Les Saoudiens et les Américains se sont mis ensemble pour mener une médiation à Jeddah qui a échoué jusqu'à aujourd'hui, dont le but est d'abord d'obtenir un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Et les deux pays l'ont fait en pensant que s'ils se mettaient ensemble, initialement quand même dans un contexte où les relations entre les deux capitales n'étaient pas très bonnes, ça allait régler le problème. Ils se sont trompés, ils ont visiblement surévalué leur influence et puis surtout n'ont pas été sans doute très habiles dans la médiation. Et puis vous avez après le chaos régional avec l'Éthiopie qui regarde le Soudan, mais en fait regarde l'Égypte qui regarde le Soudan, mais en même temps regarde l'Éthiopie, avec chacun une longue liste de récriminations, et une communauté internationale qui a été quand même tout à fait atone, c'est-à-dire que les Américains se sont lancés dans une médiation. Bon, il ne s'agit pas de critiquer leur bonne volonté, il s'agit de remarquer qu'après des semaines, après des mois, ça ne fonctionne pas, et le reste de la communauté internationale reste finalement très silencieux, très suivi, sans porter de nouvelles initiatives. Alors vous allez me dire, mais il y a l'Égypte,
mais il y a Mhm. l'IGAD, l'Organisation régionale de la Corne de l'Afrique. Mais dès que vous regardez un peu ce qui se passe, et l'Union africaine, bien évidemment, dès que vous regardez un peu ce que ces institutions essayent de faire, vous êtes quand même un peu frappé par le vide de leurs propositions, hein. Il s'agit en gros d'arriver à mettre les deux leaders dans une même salle et de prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'ils se calment. Disons que c'est un peu maigre en termes de résolution de conflits. Et évidemment, tout le monde attendrait une politique américaine et européenne beaucoup plus vigoureuse. Elles ne sont pas là. Il faut se demander pourquoi. Et puis en même temps, qu'il y ait des rivalités entre l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar, soit, mais pourquoi ces rivalités doivent se solder dans le sens soudanais? C'est une question qui n'a pas encore de réponse. Roland Marchal, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions une fois de plus aujourd'hui sur Mehdi. Merci à vous.